aussi, mon cher Xavier Martin, si tu veux bien me rejoindre à la tribune dans ce moment précieux d'une séance bi-académique. Voilà, tu t'assois là et tu fais bien attention si par hasard. Merci. Cher monsieur, vous avez la parole. Accès à la transplantation rénale et don du vivant par l'agence de biomédecine. Que vous dirigez. Merci, monsieur le président, monsieur le secrétaire perpétuel, mesdames et messieurs les académiciens. Merci de me donner l'occasion, au nom de l'agence de biomédecine, de vous présenter le point de vue de l'accès à la transplantation rénale dans le cadre du donneur vivant et de la problématique actuelle. Donc effectivement, comme l'a rappelé Xavier Martin, la loi de bioéthique a encadré depuis qu'elle existe cette activité qui est, comme le rappelait monsieur Leonetti, quelque part encore une greffe de type dérogatoire, dans ce sens qu'elle est inhabituelle dans le contexte des soins sur des patients. La loi de bioéthique a par ailleurs créé l'agence de biomédecine et ses missions. Elle est actuellement débattue au Parlement. La première lecture a été effectuée à l'Assemblée nationale. Et dans ce cadre-là, certaines évolutions peuvent effectivement se pressentir, comme par exemple l'évolution sur le don croisé dont on pourra reparler. Il faut dire également que l'ensemble des dispositifs est soumis à une évaluation par un conseil d'orientation au sein de l'agence, qui est très original dans sa composition, puisqu'il est à la fois indépendant et nommé par le gouvernement, mais en même temps représentant l'ensemble, en tout cas essayer de représenter l'ensemble de la société civile, à la fois sur le plan juridique, sur le plan éthique, sur le plan scientifique et sur le plan des associations de patients. Donc c'est une composition originale qui permet, c'est elle qui donne un avis final sur des évolutions, en particulier sur des évolutions de pratique. Alors comme vous l'a rappelé, le troisième plan greffe a été promulgué par le gouvernement après construction par l'agence et les différentes sociétés savantes et associations de patients, d'un objectif de répondre à cette discordance de plus en plus importante entre les besoins des patients et les possibilités de transplantation. Depuis l'origine, les plans ont cherché à équilibrer les différentes possibilités de dons de donneurs décédés, dons après arrêt circulatoire ou donneurs vivants. L'objectif a été cette fois-ci ambitieux. On l'a construit en essayant de tracer une trajectoire tenant compte de la progression importante de ces dernières années. Et c'est vrai que la progression du donneur vivant avait été forte depuis 2011, mais comme vous le verrez, elle a actuellement atteint un plafond, en tout cas, ou une difficulté dont il faut surmonter, puisque l'objectif fixe à 1000 greffes rénales donneurs vivants à l'objectif de fin 2021, c'est-à-dire pratiquement un doublement. Alors effectivement, l'année 2018 a été marquée par une activité inhabituelle, puisque après 10 ans de croissance continue, on a observé une diminution. Cette diminution, elle a porté d'abord, bien sûr, sur les donneurs décédés de mort encéphalique, liés à des facteurs multiples, mais en particulier, en partie en tout cas, liés au progrès de la neurologie et des traitements neurovasculaires, qui n'a pas été compensé par l'augmentation des prélèvements de type Maastricht 3 et qui a constaté également, et ça c'était pas attendu du tout, une diminution de l'activité donneur vivant. Alors si on compare par exemple avec nos collègues britanniques, on voit que dans certains pays, l'équilibre entre les trois secteurs a été plus respecté, en tout cas, ou plus équilibré. Certains pays ont fait, comme Xavier Martin le rappelait, un effort très important sur le donneur vivant, ont privilégié très clairement le donneur vivant comme les Pays-Bas. On constate néanmoins en Norvège, aux Pays-Bas, en Espagne, aux États-Unis, une baisse ces dernières années de l'activité de prélèvement donneur vivant. Et je pense que Christophe Legendre expliquera les raisons de cette diminution à l'international. Néanmoins, au niveau français, il était important d'identifier les freins à cette activité de donneur vivant, et on va essayer de les détailler un petit peu. La première, bien entendu, celle sur laquelle j'ai beaucoup insisté à l'occasion de la campagne actuelle donneur vivant, c'est l'information large, la plus précoce possible, et qui pose le problème, en tout cas pour le patient, de savoir comment aborder ce sujet en intrafamilial. C'est là où l'information grand public peut apporter et permettre
aux proches d'aborder cette question en intrafamilial. Ensuite, on a parlé de process, peut-être de processus plus simples. Je pense qu'au contraire, il y a une forme de complexité. En tout cas, les autorités de tutelle doivent essayer de diminuer cette complexité et favoriser le parcours du donneur. Il y a pour les équipes, enfin, une charge de travail importante. On y reviendra, je pense, dans les interventions successives. Il faut bilanter en moyenne 3 donneurs pour identifier un donneur réel. Ce travail nécessite une collaboration importante multidisciplinaire et c'est là où la mise en place à la fois de réseaux mais aussi des infirmières de pratique avancée peut amener une aide aux médecins souvent débordés par des cohortes importantes. Enfin, il faut évaluer, bien entendu, et ça peut être un risque, ça peut être un frein, je veux dire, pardon, évaluer le risque pour le donneur, protéger le donneur, ce qui est le principe même de la loi de bioéthique, et dans ce cadre-là, l'évaluation des pratiques médicales montreront, comme vous le verrez, une certaine hétérogénéité, et ça doit faire réfléchir sur des modalités d'organisation. Et enfin, il faut ne pas négliger que cette greffe est sur le plan chirurgical, à notre avis, plus complexe sur le plan vasculaire. Elle nécessite une formation chirurgicale, en particulier vasculaire pour les urologues, plus approfondie. Et c'est également un point sur lequel nous souhaiterions améliorer cette formation et donc, en tout cas, enlever cet aspect de frein pour certaines équipes. Alors, les étapes du processus, je les ai simplifiées ici, on va aller vite parce que le temps est contraint. Juste pour dire qu'on a essayé de dématérialiser le plus possible les différentes phases de façon à fluidifier et permettre d'organiser un agenda qui comprend pour un comité de donneurs obligatoirement 5 personnes de façon un petit peu rigide. C'est une des pistes également d'amélioration qu'on essaie de construire, c'est essayer de simplifier la gestion des comités, la gestion des plannings et éventuellement supprimer les contraintes de résidence administrative qui parfois pour certains patients sont contraignantes. Donc ça fait partie des questions et des amendements au niveau de la loi de bioéthique en cours. Avantage important, mais également processus qui doit être complètement planifié. Pour suivre les recommandations de la Haute Autorité en Santé, il est important de planifier une transplantation la plus préemptive possible, c'est-à-dire à la fin du processus de diagnostic de l'insuffisance rénale terminale, mais avant, si possible, la mise en dialyse. Ce qui nécessite, bien entendu, une adaptation des règles d'allocation des greffons, ça c'est notre rôle, mais c'est aussi la nécessité de bilanter et de faire passer en réunion multidisciplinaire, en RCP, le maximum de ces dossiers très précocement, d'où l'intérêt, en tout cas pour les réseaux de prélèvement et l'organisation ville-hôpital, de disposer des techniques de web RCP qui permettent à moindre déplacement, on va dire, d'augmenter le nombre de dossiers discutés. Vous voyez ici un exemple où, par exemple, la mise en place d'une web RCP aidée par l'ARS Rhône-Alpes a permis à Lyon de considérablement augmenter en quelques mois ce nombre de dossiers discutés. Alors, dans les recommandations HS, il y avait la nécessité d'augmenter les greffes préemptives et on constate effectivement, y compris sur cette année, une augmentation progressive, peut-être pas encore suffisante, mais importante quand même, du pourcentage, 42% actuellement, des patients sont inscrits, et non pas greffés, sont inscrits de manière préemptive. Lorsqu'on regarde cette fois-ci le moment de la réalisation de la greffe, on voit que c'est un petit peu plus bas. Néanmoins, en particulier pour les donneurs vivants, ce chiffre est tout à fait significatif et c'est une des raisons majeures pour développer le programme donneurs vivants. A contrario, il a existé un courant de pensée qui a cherché à développer des greffes à risque autrefois immunologiquement difficiles, qui étaient en particulier les greffes ABO incompatibles. Après une augmentation importante, on constate plutôt ces derniers temps une diminution relative de cette activité, qui est certes encore modeste au niveau national, mais qui pose probablement des questions en termes d'évaluation sur le très long terme. Et en termes de greffe HLA, avec des anticorps HLA dirigés contre le donneur, cette fois-ci, l'activité est plus marginale, néanmoins, elle doit être mise en balance avec le développement que l'on souhaite du don croisé, qui est une alternative à cette greffe plus délicate. Donc
le don croisé, clairement en France, est un programme qui ne marchait pas bien. Il ne marchait pas bien parce qu'il était trop contraint. C'est un système avec deux paires, une paire incompatible et une autre paire incompatible, et une synchronisation obligatoire. Actuellement, il y a une très forte probabilité pour qu'au final, la loi simplifie ce processus et qu'on puisse rentrer dans un dispositif de début de chaîne, au moins entre 4 et 6 chaînes paires, on va dire, associées. Un coup d'œil sur l'hétérogénéité néanmoins des pratiques au niveau national. Vous voyez ici représenté par département, par ancienne région plus exactement, le pourcentage de greffes préemptives selon les régions. Et vous voyez qu'il existe une hétérogénéité importante qui doit faire réfléchir et qui doit nous faire inciter, pour en tout cas les services régionaux de l'agence, à aller au-devant des équipes de façon à expliquer, on va dire, ces freins potentiels. Si on regarde la part également des donneurs vivants dans l'ensemble de l'activité des différents centres de transplantation du point de vue régional, on constate là aussi une disparité, puisque certains font essentiellement leur activité sur des donneurs décédés et d'autres ont une activité beaucoup plus balancée. Ça fait partie des réflexions qu'on doit avoir également et qui commence à émerger au niveau des régimes d'autorisation que l'on mène avec la DGOS. Je vous parlais d'une diminution dans certains pays d'activité de donneurs vivants. Vous voyez ici une tendance qui est, qu'on peut expliquer probablement à la suite de certains articles pointant un risque minime mais non négligeable sur le très long terme, avec en tout cas la nécessité de mettre en place des mesures de prévention. Le dernier point qui peut être également un frein, on a parlé des difficultés chirurgicales et en particulier du temps vasculaire de cette greffe, tant du prélèvement que du receveur, c'est l'importance des polypathologies actuellement dans la population rénale. C'est une population qui vieillit. 38% des patients incidents mis en dialyse ont plus de 75 ans actuellement. Donc les pathologies, les polypathologies augmentent et vous voyez qu'actuellement, eh bien, il y a très peu de patients qui finalement n'ont jamais une contre-indication temporaire, c'est-à-dire n'ont pas eu dans leur parcours de soins, à un moment ou à un autre, une autre pathologie, soit cardiaque, soit endocrinologique, soit neurologique, qui les faisait contre-indiquer pendant une période plus ou moins longue cette transplantation. Donc ça explique bien ce caractère difficile sur le plan vasculaire et également la difficulté du bilan médical des receveurs, mais aussi des donneurs, puisque souvent il y a quand même une différence d'âge assez modeste entre le donneur et le receveur. Et si vous voyez également l'évolution des CIT et de leur durée, ce qu'on peut dire, deux choses, c'est que pratiquement il n'y a plus maintenant que 20% des patients sur liste qui n'ont jamais une contre-indication temporaire pendant leur parcours sur la liste d'attente. Donc 80% ont eu une contre-indication contre une autre pathologie. Et vous voyez qu'il commence à émerger depuis 2 ans à peu près 10%, un petit peu plus de 10% des patients qui ont bien été inscrits, mais qui d'emblée ont eu une contre-indication en fin de bilan et qui n'ont une contre-indication qui n'a jamais été élevée. C'est-à-dire qu'ils ont été mis sur liste, mais ils n'ont jamais été éligibles à la transplantation. Donc tout ceci doit nous faire réfléchir. Les autres collègues internationaux ont également ce type de problématique. Vous voyez sur Eurotransplant, en blanc, les non transplantables représentent également, et où les patients très immunisés et difficilement transplantables représentent actuellement plus de la moitié de leur liste d'attente. Donc en conclusion, la greffe donneur vivant pour nous et pour le plan de greffe est une priorité nationale indiscutable. L'information doit être la plus précoce et la plus complète possible et on compte sur le rôle des nouvelles infirmières de coordination, en particulier des IPA à terme. Mieux identifier site par site les freins. Chaque site a des freins qui peuvent être différents, mais il faut également réfléchir sur les modèles organisationnels. Certes, il y a des problèmes de moyens, mais il y a également des problèmes d'organisation. Certaines équipes y arrivent mieux que d'autres, donc il faut bénéficier de l'expérience des équipes qui font mieux. Et enfin, il est indispensable également pour lever les appréhensions et garder la confiance tant du public que de la population, donc des donneurs potentiels. Il faut mieux suivre les donneurs sur le long terme. C'est actuellement bien fait sur le court terme, c'est pas très bien fait sur le long terme. On essaie au niveau
niveau des registres, de mixer les données avec les données du SNDS pour essayer d'extraire le plus possible ces données à 15 ou 20 ans. Je vous remercie. Merci, M. Bastien, de cette excellente introduction et première communication. Je voudrais profiter du micro pour saluer la présence parmi nous de M. Scotty, qui fait partie de ces gens qui sont très proches de la médecine et qui aident beaucoup de la fondation de l'Académie de médecine. Je le remercie publiquement et chaleureusement de sa présence. Discussion. Alors, les uns sont reconnus par le président chirurgien, les autres par votre très humble serviteur. Allez, les questions, allez-y. Puis Madame Bousser. Bon, merci pour cette belle présentation. Je voudrais simplement insister sur le risque du prélèvement sur le donneur vivant. Et pour moi, ce prélèvement, surtout maintenant où il est fait souvent par laparoscopie, ce prélèvement doit être fait par un senior. Et il est impératif de faire très attention à la ligature de l'artère rénale. Il s'agit de ligature et pas seulement d'un double clip, parce il y aura encore malheureusement des lâchages de pellicules et qui sont souvent mortels. Donc il est vraiment vital de faire extrêmement attention à ce prélèvement senior, chirurgien senior, et une grande attention à la ligature de l'artère rénale. Merci. Vous répondez Partie effectivement de la formation chirurgicale et de la seniorisation indispensable. Merci. Merci, Monsieur Bastien. Madame Bousser. Oui, je voulais savoir si les donneurs vivants sont pris en charge ou est-ce qu'il pourrait être envisagé qu'ils soient pris en charge à 100% ad vitam. C'est une question qui a été mise dans la loi de bioéthique. Actuellement, il y a une neutralité. C'est une neutralité financière. Directement, c'est la même chose, c'est-à-dire que l'hôpital doit rembourser l'intégralité des frais. Néanmoins, les problèmes que l'on rencontre, puisque beaucoup de patients nous écrivent, c'est pas tellement le remboursement des soins directement, là c'est très bien fait, c'est plutôt tous les aléas de la vie, c'est-à-dire le patient se déplace, il doit faire garder, je sais pas, ses enfants ou quelqu'un, il faut payer la nurse, etc. Voilà, c'est tout cet environnement, et je ne suis pas sûr, à titre personnel, que l'AMB à 100% règle l'intégralité de cette problématique. Par contre, un payeur unique serait probablement quelque chose de plus efficient. Merci, Monsieur Bastien. J'ai omis tout à l'heure une chose. Nous avons omis une chose dramatique, c'est de saluer l'aide que nous apporte l'Académie de chirurgie par son enregistrement de l'instant, ce qui a soulagé un petit peu nos amis à nous. Et donc, la séance est enregistrée, je tiens à vous le dire. Voilà, notamment pour les questions. D'abord, l'ami Boulieu. Merci, M. Bastien. Vous avez abordé à plusieurs reprises le problème des donneurs croisés. Je ne sais pas très bien la définition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu mieux ce qu'est ce fameux don croisé? Alors, le don croisé, c'est lorsque vous avez un receveur qui a son conjoint, par exemple, qui peut être donneur. Le bilan médical montre qu'il médicalement il peut être donneur, mais il est incompatible avec son receveur. Et vous avez quelque part ailleurs en France la même situation, et donc on va croiser les deux dons de façon anonyme. Ils ne se connaîtront pas, à la différence des États-Unis, on va croiser les deux dons. Le problème, c'est que la loi qui avait autorisé en 2011 avait insisté sur la synchronisation. Donc ça nous oblige, pour nous, agents de biomédecine, de donner 4 blocs opératoires exactement à la même minute près. Et donc, vous savez bien que gérer 4 blocs en même temps à la minute près, c'est pas toujours très facile. Voilà.
Par ailleurs, sur le plan mathématique, plus on augmente le nombre de chaînes, plus on a des possibilités d'appariement et donc de trouver une chaîne. Donc ça a été démontré par un mathématicien qui a eu la médaille Field. Et donc, dans certains pays, on peut faire des chaînes extrêmement importantes, de 50, 60 donneurs. Le problème, c'est que pour y arriver, il faut à un certain moment introduire un donneur altruiste, ce qui n'est pas autorisé en France et qui ne le sera pas, a priori. Donc la solution alternative qui a été proposée par les Italiens l'année dernière et qu'on a repassé dans la loi de bioéthique, c'était d'introduire un donneur décédé pour amorcer ou compléter une chaîne qui serait... Voilà. Donc on a travaillé avec l'école d'économie de Paris et l'école polytechnique et on a modélisé une façon de faire des petites chaînes, mais de façon moins synchronisée. Merci. Richard Bouvet. Oui, je voudrais vous poser une question concernant l'attitude des religions vis-à-vis des donneurs d'organes. Je crois que c'est acquis pour les dons chez les décédés, à part quelques religions comme le taoïsme ou l'hindouisme. Est-ce que, qui dans ces cas-là, puisqu'ils donnent vivants, pourrait justement revenir à leur proposition initiale? Et est-ce qu'il y a des données que vous pouvez donner de façon chiffrée et précise concernant l'attitude des différentes religions concernant, j'entends, le don d'organes vivants, pas décédés? Alors, il y a une attitude en général de toutes les religions qui est de dire qu'à partir du moment où il y a un principe de charité, que ça permet de sauver de façon, ou d'améliorer de façon très importante la vie d'un autre homme, il faut le faire. Donc toutes les religions s'accordent, et y compris dans les religions de type asiatique, comme vous citiez, le don est extrêmement développé. En greffe de foie, en Corée, c'est la mecque de la transplantation hépatique de donneurs vivants. Je crois que ça supprime le problème de la réincarnation, donc c'est une chose qui me paraît extrêmement importante dans ces religions-là, justement. Oui, mais pour un organe proprement dit, je ne pense pas que ce soit un ferme. Merci.